À cette table, donc, vous voyez assis côte à côte, en plus d'une femme française, vous voyez assis un Israélien, un Palestinien et un Libanais assis ensemble à la même table. Alors j'imagine que vous pouvez vous figurer que ce n'est pas une chose aisée ou facile. Ne serait-ce que, par exemple, mon pays m'interdit d'être en lien avec des Israéliens. Donc, vous voyez, je suis complètement hors la loi, directement, là, en ce moment. Mais ce n'est pas une chose facile, pas seulement à cause d'une question légale, mais c'est évidemment à cause d'une chose émotive. C'est une histoire qui est tellement brutale et violente, qui nous relie et qui nous lie. Il y a tellement de choses qui sont restées dans la gorge pour les trois, tellement de morts, tellement de territoires envahis, occupés, tellement de violence, tellement de détestation, qu'être assis ensemble autour d'une table, c'est déjà un choix. Mais, comme le dit le personnage du Mandalorian, pour ceux qui le suivent, « This is the way ». This is the way, d'ailleurs, c'est comme ça, c'est le chemin, c'est le seul chemin possible si on veut arriver un jour à la paix, c'est d'accepter de s'asseoir avec les ennemis et parler. Mais la paix, évidemment, elle requiert le langage, elle nécessite du langage. Et donc, il était tout à fait évident, et je le dis pour ceux qui sont venus assister à ce séminaire sans trop savoir exactement où il se trouve, si jamais il y en a qui ont été attirés par la question du séminaire d'aujourd'hui. Ça fait partie d'un cours consacré à l'écriture. Et nous sommes au milieu de ce cours consacré à l'écriture. Mais il se trouve que par le chemin qui est le mien et toutes les pièces que j'ai pu écrire, les romans que j'ai pu écrire, il fallait nécessairement, à un moment donné, que la question de la résolution des conflits ou l'impossibilité de résoudre des conflits rencontre la question de l'écriture, puisqu'elle est au cœur du travail que je fais, et c'est pour ça que je l'ai placée au milieu. Alors, la question qu'on va se poser aujourd'hui dans le séminaire, un peu la suite de la leçon que j'ai donnée tout à l'heure, c'est qu'est-ce que la diplomatie peut encore faire aujourd'hui ? Comment les médias, qui au fond, à travers les médias, à travers les nouvelles, nous donnent le sentiment que plus aucune diplomatie ne peut arriver à quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y en est de l'intérieur pour les diplomates, pour ceux qui travaillent dans l'ombre ? Est-ce que le langage de la diplomatie doit s'adapter aujourd'hui, alors que le langage est devenu, par le mensonge, un outil totalement déclaré et une arme utilisée ouvertement dans les rapports de force entre les nations? Est-ce que la vérité doit rester au cœur de la diplomatie ou au contraire changer? Alors pour ce séminaire, évidemment, c'est vraiment le mot plaisir est vraiment pas le plus adapté, mais symboliquement, c'est extrêmement fort de recevoir les trois personnes que vous voyez ici côte à côte. Pour poursuivre cette conversation, vous avez à ma gauche Anne-Claire Legendre, qui est conseillère auprès de la présidence à l'Élysée pour les questions qui touchent l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Il y a M. Ehud Olmert, qui a été Premier ministre d'Israël entre 2006 et 2009. Et à ses côtés, vous avez M. Nasser Al-Kidwa, qui a été ministre des Affaires étrangères pour l'autorité palestinienne en 2005. La manière avec laquelle nous allons procéder pour ce séminaire, c'est je vais donner la parole à chacun d'entre eux, 20 minutes, et ensuite ils pourront réagir à ce que les uns et les autres auront dit. Et nous allons commencer par Anne-Claire Legendre, pour avoir peut-être la parole de celle qui n'est peut-être pas impliquée viscéralement dans la question du Moyen-Orient, mais qui pourtant y travaille tous les jours. Qu'est-ce que c'est le regard de celui qui n'est pas de cette histoire, mais donc le regard de l'autre? Elle y travaille tous les jours, elle parle l'arabe, elle connaît l'histoire de cette région à travers son métier, donc je lui donnerai la parole pour commencer. Ensuite, M. Olmert prendra la parole, toujours pendant 20 minutes, et ensuite, M. Kidwa prendra la parole à son tour. Donc, Anne-Claire Legendre, à vous la parole.
Merci beaucoup, Wajdi Mohamed. C'est un grand plaisir, un grand honneur d'être ici ce matin pour discuter de diplomatie, discuter de Moyen-Orient, aux côtés du Premier ministre Ehud Olmert et du ministre Nasser El-Kouidoua, qui ont été de grands acteurs, évidemment, de cette histoire et qui continuent à l'être avec une initiative... il faut parler plus fort. Avec une initiative dont je pense qu'ils vous feront part. Je ne sais pas si on doit parler en anglais, du coup, Wajdi, ou... Comme tu veux. Comme je veux. Moi aussi, j'avais tout préparé en anglais, mais du coup... je vais essayer de parler en face du micro et donc en français. Wajdi parlait du langage et de la question du langage et de la diplomatie. Donc moi, je voudrais commencer par vous parler de ce que sont nos outils, finalement. Quelle est la boîte à outils du diplomate dans un monde comme le nôtre? Et quelle est celle-ci quand il s'agit de médiation en zone de conflit, qui était le titre du séminaire auquel vous êtes invité ce matin? Je crois que réconciliation est déjà un mot trop ambitieux. Ce que nous faisons, nous, en tant que diplomates, et notamment au Moyen-Orient aujourd'hui, c'est travailler à la cessation de la violence. On ne parle même pas de paix, on parle de cessation de la violence avec toute une série de gradations qui peuvent aller du cessez-le-feu, de la cessation des hostilités, comme on a vu récemment au Liban, à la trêve, à la pause humanitaire. Et vous savez combien il est difficile aujourd'hui de faire en sorte qu'un cessez-le-feu durable s'installe à Gaza. Quelles sont les conditions pour arriver à une cessation des hostilités? Il s'agit de recréer un minimum de confiance entre les parties. Et si nous voulons justement passer d'une trêve à un cessez-le-feu, à une cessation des hostilités et peut-être à la paix plus tard, il s'agit de faire en sorte que cette confiance s'établisse dans un cadre durable. Et pour faire cela, nous avons des outils en tant que diplomates, à commencer par le droit international, évidemment. Le droit international est un droit très particulier, c'est un droit qu'on pourrait dire mou, puisqu'il pose des principes que les États s'entendent eux-mêmes à respecter. C'est un droit fondé sur la souveraineté des États, et donc rien ne s'impose aux États, sauf les règles qu'ils ont volontairement décidé de s'appliquer. Une autre spécificité de ce droit mou, qui en fait une des difficultés, c'est évidemment qu'il n'y a pas de gendarme international qui permettrait de le faire respecter sur la planète. Et donc le deuxième élément qu'un diplomate doit prendre en compte, c'est la réalité. Et la réalité est tout à fait têtue. La réalité, c'est celle du rapport de force. Et donc, pour aboutir à faire réussir une négociation, il s'agit de faire en sorte de trouver ce bon équilibre entre la réalité de ce rapport de force qui va s'imposer sur le terrain et les principes du droit international qui vont faire que cet accord puisse être juste. Et évidemment, cela doit apparaître comme juste et durable pour à la fois la partie la plus faible, mais également pour la partie la plus forte, et leur apparaître comme le meilleur accord possible qui puisse être conclu. Je vous donne un exemple. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, s'agissant de l'Ukraine, la proposition qui est faite de paix aujourd'hui pose une question, c'est celle des garanties de sécurité et donc de la possible durabilité de l'accord qui est en voie de négociation. La paix n'a de sens que si elle peut s'inscrire dans la durée, et donc un des éléments de cette durée est évidemment au centre des négociations que nous vivons. Pour cela, la confiance, elle est clé. Elle est clé à la fois pour ce qui est du négociateur. Vous savez qu'au Moyen-Orient et sur le conflit israélo-palestinien, les Américains sont au cœur de cette négociation et on parle souvent d'eux comme des honest brokers. C'est-à-dire qu'ils sont ceux qui doivent de bonne foi représenter les intérêts de chacune des parties. Et cette question de la confiance, elle est au cœur du métier de diplomate. Vous vous souviendrez peut-être qu'on parle de lettres de créance pour un ambassadeur qui va présenter ses lettres quand il arrive dans un nouvel État où il est accrédité. Ces lettres de créance, elles veulent dire cela. Elles veulent dire vous pouvez avoir foi dans ce que la personne
qui se présente à vous va vous dire au nom du chef de l'État qui l'envoie. Mais comme tu l'indiquais, Wajdi, la question du mensonge n'est évidemment pas absente de nos discussions et elle rend la chose aujourd'hui beaucoup plus compliquée. On voit bien qu'il y a eu une émergence spectaculaire de toute une technologie de la désinformation, une technologie qui finalement traduit la volonté d'un certain nombre d'acteurs de ne pas jouer le jeu de bonne foi et d'utiliser les mensonges pour contrer la possibilité de travailler sur la vérité. Et donc pour nous, négociateurs, cela rend le travail encore plus difficile puisque nous travaillons finalement sur des sables mouvants où en face de nous, nous avons des acteurs qui vont tenir des propos qui n'ont aucun fondement dans la réalité et ce qui nous empêche de pouvoir trouver finalement un common ground, une réalité commune sur laquelle négocier. Et cela explique pourquoi, par exemple, les Nations Unies sont aussi décriées par certains, parce que les Nations Unies avaient aussi ce rôle, dans un certain nombre de conflits, de pouvoir produire un rapport objectif qui deviendrait la base sur laquelle nous pouvons négocier. Donc l'absence de réalité commune ou la possibilité d'une réalité alternative rend évidemment cette négociation encore plus compliquée. J'ai été frappée dans les précédents séminaires que tu as fait par un certain nombre de parallèles avec la diplomatie, Wajdi, ce qui me semble intéressant à soulever. Je crois que notre métier, c'est vraiment un métier qui vise à conjurer l'impuissance. Et cela me rappelle ce que disait Michel Cassé, l'astrophysicien, qui évoquait l'entropie, le désordre ne fait que croître dans l'univers. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui frappe le spectateur ou celui qui s'intéresse à la scène géopolitique actuelle, c'est que le désordre semble gagner en effet la planète et le monde, il ne fait que croître et cela vient contredire finalement un certain nombre de croyances ou de théories qui avaient pu naître à la chute de l'URSS, selon laquelle finalement la flèche du progrès nous mènerait vers la fin de l'histoire, la victoire de la démocratie libérale et d'une forme de paix et de prospérité dont l'Union européenne était le modèle. Donc évidemment, on voit bien aujourd'hui que nous ne sommes pas dans cette configuration. On est rentré au XXIe siècle dans un monde de multipolarité, un monde encore plus fragmenté qu'il ne l'était auparavant, parce que finalement la puissance américaine ne s'exprime pas de la même façon, parce que d'autres puissances ont émergé, et cette fragmentation crée plus de conflictualité et donc rend le monde plus brutal. Et il y a par ailleurs une volonté d'un certain nombre d'acteurs de remettre en cause tout l'ordre international tel que nous l'avons fondé en 1945 et de remettre aussi en cause la démocratie dont tu parlais, qui est au fondement de nos sociétés. Donc face à cela, le sentiment d'impuissance, il peut être très fort et on le voit bien s'exprimer dans l'opinion publique. Comment conjurer l'impuissance ? Je crois que pour le diplomate, il y a deux attitudes. Et deux attitudes qui renvoient finalement à cette mythologie qui était si chère Wajdi. C'est à la fois d'être des Sisyphes et des Cassandres. Sisyphe parce que la diplomatie, c'est un travail qu'on remet toujours sur le métier. Il faut bien comprendre que la construction du droit international, elle se fait par des couches extrêmement fines et extrêmement répétées. Si vous regardez la négociation sur le climat, par exemple, c'est chaque année que nous revenons à cette négociation. Et donc, les progrès, ils sont absolument insuffisants, nous le savons tous, ils sont extrêmement lents, mais sans ces discussions-là, il n'aurait aujourd'hui aucune règle pour réguler les questions de climat et de biodiversité. Donc ce caractère de Sisyphe et de ne jamais lâcher finalement la proie de l'idéal que nous cherchons, mais d'essayer de la construire par le consensus, il faut l'avoir à l'esprit. Je sais bien que certains disent que c'est all talks, parole, 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 mais on voit bien que le droit se construit comme ça, par ce consensus qui est construit petit à petit aux Nations Unies et ailleurs de façon extrêmement itérative. Nous sommes aussi les Cassandres, et nous sommes les Cassandres comme les, je crois, climatologistes, parce que nous devons finalement pousser à faire un travail prédictif
pour éviter précisément l'impuissance de ne pas avoir préparé l'avenir. Et donc, le cœur du métier de diplomate, c'est d'analyser le changement international. Et ces changements arrivent rarement brutalement. Ils semblent se manifester brutalement, peut-être vu d'un regard éloigné de ce sujet, mais ils se produisent en fait sur le long terme à travers des longues dynamiques qu'il nous faut pouvoir identifier. Et je crois que ce que nous vivons aujourd'hui, on voit bien qu'on parle d'un réveil de l'Europe sur la défense face à un certain nombre de dynamiques. Ces dynamiques étaient en fait à l'œuvre depuis longtemps. Nous les avions identifiées. Des mesures avaient commencé à être annoncées et prises depuis 2018. Et c'est donc ce travail prédictif qui doit nous aider à contrer l'impuissance que nous pouvons ressentir. Si l'on en vient au Moyen-Orient, qui intéresse évidemment tout particulièrement Ehud Olmert et Nasser El-Kidwa, et je suis trop longue peut-être, dis-moi, qu'est-ce qu'on a échoué à faire au Moyen-Orient ? On voit bien que, tout en étant à la fois les Cassandres, nous avons toujours dit, à défaut de pouvoir mettre la solution à deux États en œuvre, nous arriverons à une explosion dans la région. Nous avons été Sisyphe également. Je vous ai amené ceci pour vous montrer l'épaisseur des efforts diplomatiques au Moyen-Orient sur la question israélo-palestinienne. Ça s'appelle « The Search for Peace in the Arab-Israeli Conflict ». C'est tous les textes qui ont été produits sur ce conflit depuis 80 ans désormais que ce conflit est en œuvre, et donc qui montre bien que c'est à la fois un conflit sur lequel la diplomatie a échoué jusqu'alors à trouver une solution durable, mais où elle n'a jamais cessé de poursuivre ses efforts. Donc je crois que dans les 10 dernières années, malheureusement, ces efforts ont été peut-être oubliés ou n'ont pas été suffisamment au centre du jeu. Ils ne l'ont pas été parce que certains ont pensé que finalement la paix était impossible, et d'autres ont estimé que c'était finalement un conflit du XXe siècle, que peut-être les droits des Palestiniens pouvaient être passés par pertes et profits au profit de dynamiques régionales telles que la normalisation entre Israël et un certain nombre de pays arabes. Le 7 octobre, et la barbarie terroriste du Hamas, du 7 octobre, et toute la violence qui s'est déchaînée par la suite, ont montré que cette idée était fausse. Et que, finalement, le mantra que nous avions de la solution à deux États, ce mantra qui pouvait paraître vide et qui pouvait paraître, pour les Israéliens comme pour les Palestiniens, ne menant plus à aucune réalité, se réimposait comme finalement la seule solution tenable pour éviter une nouvelle explosion de violence dans l'avenir et pour faire en sorte que nous puissions sortir de cette crise avec une perspective politique qui offre une sortie de crise durable et une réponse aux aspirations à la fois des Israéliens et des Palestiniens sur l'avenir. C'est pour ça que nous avons ici, depuis la France, appelé au cessez-le-feu. C'est pour ça que nous avons évidemment demandé la libération des otages, demandé à ce que le cessez-le-feu préserve les Gazaouis à Gaza, et qu'aujourd'hui nous travaillons à la fois à travers le soutien au plan arabe qui vient d'être annoncé depuis le Caire pour offrir un cadre crédible à un cessez-le-feu à Gaza, mais aussi dans le cadre d'une future conférence que nous tiendrons avec l'Arabie Saoudite sur les perspectives de paix, à imaginer ce que peut être cette solution politique. Et je crois que ce que Ehud et Nasser vous diront aujourd'hui participe de cela. Waji, tu disais dans ton séminaire ce matin, tu parlais de narration, de ce qu'était l'écriture et de cette possibilité qui était rare finalement et qui faisait l'écrivain de pouvoir faire émerger un nouveau monde. Je crois qu'aujourd'hui nous avons besoin d'un effort d'imagination particulièrement puissant
pour pouvoir répondre aux traumatismes qui se sont réactivés et qui sont nés de la dernière année de conflit que nous avons vécu. Aujourd'hui, les deux populations sont plus éloignées que jamais de penser la paix et la coexistence possible. Or, c'est la seule solution qui s'offre à nous pour l'avenir, et il faut donc pouvoir l'imaginer et convaincre finalement que cette solution est possible. C'est, je crois, le message que Nasser et Ehud nous offrent, et ce sont aujourd'hui les seuls à pouvoir porter et les seuls à le faire publiquement que de porter cette voix en soutien à la solution à deux États. Mr. Omelette. Professor Wajdi. Professeur Wajdi. Anne-Claire, cher ami, docteur Nasser El-Qidwa, chers invités, c'est un honneur pour moi. Je suis heureux d'avoir cette occasion aujourd'hui de pouvoir partager quelques idées, vous parler de mes perceptions, de mes désirs, de mes aspirations pour notre région. Ceci étant dit, je me dois dans mon introduction de vous parler de la diplomatie, du rôle de la diplomatie, et notamment la diplomatie que nous voyons partout dans le monde. Ma question, c'est à quoi ressemble cette nouvelle diplomatie? C'est une nouvelle diplomatie. Cette diplomatie semble être une série de déclarations d'un côté. Et d'un seul côté, ce sont des déclarations pour le reste de l'univers, le reste du monde. Voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà ce qui va se passer si vous ne répondez pas aux ordres. Voilà la nouvelle diplomatie. C'est en fait, c'est une réunion amicale qu'on a vue récemment au bureau ovale entre deux présidents, de conversations mutuelles, tellement amicales, tellement pleines de soutien que je ne parlerai même pas du président de l'Ukraine ni du président américain. Avant ça, il y a eu une autre réunion de deux présidents qui, dans une certaine mesure, était différente comme réunion des réunions diplomatiques généralement que nous voyions. Je pense que, en ce qui concerne le président de l'Ukraine, la réunion était absolument incroyable. Mais en fait, c'est quelque chose qui décrit bien le nouveau genre de diplomatie. Est-ce que c'est ça, le genre de diplomatie qui va mieux fonctionner, être plus productif que l'ancien style de diplomatie que nous avions l'habitude de voir avant? Ou est-ce que ceci va déstabiliser les choses dangereusement? Est-ce que cela va faire trembler les fondements du monde et de l'ordre mondial? Et cependant, nous essayons d'améliorer cet ordre mondial et non pas de le détruire. Donc, vous voyez, ce sont des questions très sérieuses qu'il faut se poser. Et d'ailleurs, certaines de ces questions, vous le verrez, seront mieux comprises dans les mois à venir. Je crois qu'il nous faudra un haut niveau de sensibilité, de soin pour l'autre, de patience, venant de nombreux acteurs, nous-mêmes, pour que nous arrivions toujours, en tirant sur les rênes, aux objectifs fixés sur lesquels nous nous sommes tous engagés. Je viens d'une région qui a été dévastée depuis 2 ans, détruite depuis le 7 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? Eh bien, ce qui s'est passé est inoubliable et inexcusable. Une date qui restera dans la psyché, la pensée de toutes ces populations et de nombreuses personnes dans le monde. C'est une manifestation terrible de brutalité, de haine, de barbarie qui ne devrait pas exister. La contre-offensive d'Israël était inévitable.
Elle a été reconnue et soutenue par la plupart des dirigeants du monde occidental, en commençant par le président américain, et puis le président Macron, Premier ministre du Royaume-Uni, chancelier allemand, etc. Quasiment tout le monde a soutenu la riposte, en tout cas dans le monde occidental. Cependant, ce que j'ai pensé, ce que j'ai dit et ce que j'ai écrit, il y a plus d'un an, je crois, de cela, c'est qu'à ce moment-là, la guerre aurait dû s'arrêter. Les otages israéliens auraient dû rentrer chez eux, tous, ils auraient dû être libérés. Les prisonniers palestiniens auraient dû être relâchés dans le contexte d'un accord toujours à définir, et il aurait fallu continuer à avancer. Vous m'entendez? You know, I've been in politics more than 50 years. Vous savez, ça fait plus de 50 ans que je fais de la politique. Et la politique israélienne nationale fait beaucoup de bruit. Hein. Et on m'a jamais accusé de ne pas me faire entendre. Hein. On peut m'accuser parfois, au contraire, de parler trop fort. Mais alors, pas m'entendre, ça, c'est une première. On me demande toujours de baisser le volume. Bon. En tout cas, je me suis dit qu'il fallait essayer de penser à l'avenir, au jour d'après, à ce que devait être la vision pour Gaza, pour Israël, pour les Palestiniens. Comment est-ce qu'on peut travailler tous ensemble à quelque chose qui nous permettrait de dire, finalement, que ça, c'était la dernière confrontation violente majeure entre Israël et les Palestiniens. Et malheureusement, il a fallu énormément de temps et aucune voix ne s'est élevée de la part d'aucun des participants. Et en tout premier chef, je dois dire, parce que je suis israélien, de la part du gouvernement israélien, ni des Palestiniens. J'ai jamais rien entendu dans ce sens. Il n'y a eu que des voix de rage, de haine, des appels à la dévastation au fur et à mesure que les événements se développaient. On a assisté à la souffrance de nombreux innocents des deux côtés. Mais évidemment, en tant qu'Israélien, je dis toujours qu'il faut se tourner vers les chefs du Hamas. Il faut toujours essayer de faire tous les efforts possibles pour se libérer du Hamas comme étant une force de combat. Et ça, c'est vraiment un des points de départ de ce qui va se passer après. Et on ne peut pas ignorer la souffrance des innocents à Gaza, bien entendu, qui n'avaient rien demandé. Et bien sûr, on ne peut pas accepter les déclarations qui ont été faites par certaines personnes quand on dit que tous les Gazaouis sont des terroristes, que tous les Gazaouis sont des tueurs, que tous les Gazaouis sont le Hamas. Absolument pas. C'est très, très caricatural et fortement exagéré. Il y a des membres du Hamas à Gaza, mais la plupart des Gazaouis ne sont pas des membres du Hamas, ne sont pas des terroristes, ne sont pas des tueurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être ancré dans les pensées, y compris au sein du débat politique en Israël. Parce que il est facile de tomber dans l'extrémisme opposé en se basant sur cette notion de base que tous les Gazaouis sont membres du Hamas, sont des terroristes, sont des tueurs. Et donc, à partir de là, pourquoi ne pas tous les tuer? Non, ce n'est pas le cas. Et malheureusement, il a fallu attendre juillet 2024 pour qu'on entende la première voix ou les premières voix qui sont venues des deux côtés ensemble pour dire qu'il y avait une alternative. Et je crois que là, c'est véritablement quelque chose de significatif dans ce que nous avons fait, Nasser Al-Kidwa et moi, lorsqu'en juillet, nous avons présenté pour la première fois notre proposition
pour mettre un terme à la guerre à Gaza et pour démarrer un dialogue vers une solution de paix totale entre Israël et les Palestiniens. Et comme nous l'avons dit dans notre déclaration conjointe, les idées, cette déclaration donc, que nous avons publiée ensemble se basait dans les grandes lignes sur ce que j'avais présenté au président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, en 2008. Et je dois dire véritablement, et ça a été la plus grosse déconvenue de ma vie, que si Abou Mazen avait eu le courage de mettre fin à ce moment-là à la situation, eh bien la vie de millions de personnes au Moyen-Orient et même plus loin d'ailleurs aurait pris une orientation complètement différente. Parce que tout ce qui aurait pu servir de base à une solution de paix entre Israël et la Palestine était dans cette proposition en 2008. Une solution à 2 États, un État palestinien basé sur les 6e et 7e frontières, une solution territoriale qui allait beaucoup plus loin que tout ce qui avait été proposé précédemment, et un changement de statut de Jérusalem et qui a été officiellement présenté par Israël à l'époque. C'est-à-dire qu'une partie de Jérusalem qui devait être la capitale de la Palestine et bien sûr l'autre partie était ou aurait été la capitale de l'État d'Israël. Mais aussi une modification du statut de la vieille ville de Jérusalem, qui, dans ce plan original, et aussi dans notre déclaration conjointe d'ailleurs, n'aura pas de souveraineté politique exclusive, ni de la part d'Israël, ni de la part des Palestiniens. Elle sera gouvernée par une tutelle de 5 nations dont Israël et la Palestine feront partie et sera administrée sur la base d'un cadre qui sera défini et résolu par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, il n'y aura pas d'exclusivité sur la zone la plus sensible du monde, qui est donc le cœur de Jérusalem. Pas de la part d'Israël ni de la part des Palestiniens, parce qu'il ne peut jamais y avoir de paix entre Israël et la Palestine si on a une exclusivité et s'il n'y a que le drapeau israélien sur cette partie, sur le mont du Temple. Il ne peut pas y avoir qu'un seul drapeau. Il faut que ça soit ouvert à toutes les religions et que tout le monde ait accès libre à tous les sites sacrés et saints. Et que donc on ait cette administration conjointe qui fasse partie de la scène internationale supervisée par les Nations Unies et par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans notre proposition, il y a d'autres choses. Et il ne s'agit pas d'un plan de paix total et très détaillé qui rentre dans tous les petits aspects spécifiques. Bien entendu, il y a énormément d'autres choses à gérer. Qu'est-ce qu'on fait avec les implantations, par exemple, qui se retrouvent à l'extérieur et qui pourraient être annexées à l'État d'Israël, les 4,4% de la Cisjordanie qui, dans notre plan, devraient être annexés à Israël, et donc la même surface cédée à l'État palestinien en échange. Sur une surface complètement identique sur les frontières de 67. Donc, la plupart
des colons israéliens qui habitent à l'extérieur de la ligne verte feraient partie de l'État d'Israël sans avoir besoin de se déplacer. Il faudrait relocaliser potentiellement un certain nombre de personnes, mais il y a tout un tas d'idées sur la façon dont on pourrait le faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il s'agit d'un plan tout à fait pratique, faisable, possible, pragmatique, et on n'a pas besoin de pousser des grands cris en disant non, 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 les limites ont été franchies, on ne peut pas le faire. Non, c'est une solution à deux États qui est tout à fait envisageable. Et puis, évidemment, il y a des réfugiés qui ont été sortis de là où ils habitaient par le conflit. Ce ne sont pas que des réfugiés palestiniens. Il y en a qui viennent d'autres pays d'Arabes qui ont aussi été forcés à sortir de leur zone de résidence en raison des violences entre Israël et la Palestine. Ici, c'est la première fois que quelque chose de cette envergure, avec une telle inspiration, est exprimé depuis 2 ans qui ont été 2 années sanglantes et très douloureuses. Alors, tout le monde dit « Oh, mais vous êtes un petit peu naïf. Comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'une solution comme ça va se mettre en place étant donné ce qui vient de se passer depuis justement ces 2 ans au Moyen-Orient ?» Bon, vous savez, quand je parle partout, parce qu'on s'est déplacé partout dans le monde depuis 8 mois, on est allé en Europe, dans les autres pays arabes, et à chaque fois je dis « Écoutez, si quelqu'un en Europe, après 1945, avait dit l'Europe qui a été remplie de sang partout, qui était dominée par la haine entre les Allemands et les Français les Allemands, les Britanniques les Allemands, tout ça. Est-ce qu'on pouvait imaginer que cette Europe-là allait s'unir sans oublier bien sûr ce qui s'était passé dans le passé, mais en avançant tous ensemble vers quelque chose qui prenait une nature complètement différente. Si on avait dit ça à l'époque en 1945, je ne sais pas combien de personnes l'auraient cru, mais ça s'est passé, ça a eu lieu. Je me rappelle, bon, non, je ne me rappelle pas, j'ai lu dans les livres parce que je ne pourrais pas me rappeler quand même, mais après la Deuxième Guerre mondiale, bon, j'y étais déjà, j'étais déjà là, sur la scène en tout cas, mais il y a eu un gros débat à l'époque au sein de l'administration Truman aux États-Unis pour savoir si l'Amérique devait inclure l'Allemagne dans ce qui allait être les bénéficiaires du plan Marshall, qui allait permettre à l'Europe de récupérer de toutes les douleurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y avait beaucoup d'Américains très importants qui disaient justement à l'époque l'Allemagne, après ce qu'ils ont fait, après la destruction et la douleur et les tueries de masse de milliers d'innocents partout en Europe, est-ce qu'on va aider à reconstruire l'Allemagne? Et la voix dominante en Amérique disait, finalement, est-ce qu'on va faire les comptes du passé ou est-ce qu'on veut se tourner vers l'avenir pour voir comment l'avenir peut être différent et comment on peut changer et faire en sorte que ce qui s'est déjà passé ne se reproduise pas? Et c'est comme ça qu'ils ont aidé à la reconstruction allemande. Et c'est ça qui a véritablement changé la nature des relations en Europe et l'atmosphère en Europe et toute la face du monde occidental. Donc, lorsque je regarde ça aujourd'hui, je vois une chose. Et croyez-moi, nous ne sommes pas naïfs. Mais vous savez, ça fait 50 ans que je suis sur la scène politique israélienne. Je pense que j'ai vu tout ce que je pouvais voir, j'ai survécu à tout ce que je pouvais, tout ce à quoi je pouvais survivre. Et ça n'aurait pas été possible si j'avais été naïf. Donc, à un moment donné, les gens vont devoir se poser la question de ce qui va se passer ensuite. Quelle va être l'étape suivante? Qu'est-ce qui va se passer si on tue tous les membres du Hamas, s'il n'en restait plus un seul avec un fusil? Mettons qu'ils aient tous disparu. Bon, et bien, qu'est-ce qui va se passer après? Que va faire Israël avec 2,5 millions de Palestiniens à Gaza et 3,5
en Cisjordanie, est-ce qu'on va être des occupants pour jusqu'à la fin des temps? Est-ce qu'on va leur nier leurs droits? Est-ce qu'on va finalement continuer à être des colons israéliens qui vont continuer à infliger la violence et la terreur à des Palestiniens innocents? Est-ce que ça va continuer sans jamais s'arrêter? Est-ce qu'on va s'en tirer comme ça, avec ça? À un moment donné, il va bien falloir quelque chose. Et il y a énormément d'idées très diverses. Il y a même une idée qui disait que 2 millions de Palestiniens de Gaza pourraient être envoyés ailleurs. Ou on ne sait pas, on s'en fiche, on s'en débarrasse. Vous avez entendu cette idée? Là, c'est un nouveau style de diplomatie moderne. Et on peut même dire que même si cette personne qui a ces idées occupe une position très importante dans le monde, ce n'est pas une solution. Il n'y a pas d'autre solution que de protéger les Palestiniens de Cisjordanie. Il n'y a qu'une seule solution politique qui tienne la route, c'est celle d'un État, d'une solution à 2 États. La solution à 2 États va permettre aux Palestiniens d'avoir leur État souverain indépendant aux côtés de l'État d'Israël, et un État d'Israël qui serait reconnu et respecté par l'État palestinien et qui, à l'avenir, espérons-le, pourrait développer une coopération sous une forme ou une autre qui serait utile, qui porterait ses fruits et qui serait positive pour toutes les parties prenantes. C'est la seule solution possible. C'est notre rôle d'essayer véritablement de la mettre au centre des conflits ou des négociations internationales. C'est notre responsabilité. C'est en tout cas comme ça que je le vois, moi. Et je suis sûre que le docteur Al-Kidwa ne vous dira pas autre chose. Il faut vraiment essayer de faire en sorte que toutes les forces internationales qui ont un intérêt n'échappent pas à la seule possibilité d'avancer, même s'il faut des débats, des discussions, de la pression, des échanges diplomatiques, bien sûr, qui doivent avoir lieu entre l'un ou l'autre des participants et des tiers, ou les deux même ensemble, pour pouvoir arriver à accepter, à réconcilier les deux parties en tenant compte de toute la douleur et en avançant vers cette unique solution qui peut amener au final à un nouvel horizon pour les millions de personnes qui attendent cela. Merci. Dr. Al-Kidwa. Good morning. Okay. Bonjour. Alors, est-ce que je peux parler en anglais? C'est bon, ça vous va? Oui, j'espère. Hein? Et je voudrais d'ailleurs, pour commencer, vous remercier tous d'être ici et de nous donner la possibilité de parler de la situation dans notre partie du monde. Évidemment, je remercie le professeur Wajdi Mouawad, Anne-Claire Legendre et bien sûr mon partenaire politique, Ehud Olmert, parce que nous nous sommes embarqués dans cette aventure ensemble et cette aventure est absolument nécessaire parce que c'est quelque chose qui est faisable, mais qui représente aussi la seule solution possible. Avant de vous parler de notre proposition commune, je voudrais faire quelques commentaires sur ce que j'ai entendu précédemment. Tout d'abord, toutes les choses sont liées entre elles. On ne peut pas arrêter les massacres sans donner un horizon politique, sans donner un contexte politique. Ce n'est pas possible. Et nous avons déjà observé cela. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons parlé de Gaza et de la nécessité de mettre un terme à la guerre, bien sûr, mais pas seulement. Nous avons parlé aussi d'une solution politique générale, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Deuxièmement, le droit
international ne s'applique pas à Israël. Et là, je suis vraiment désolée de le dire, mais j'ai passé des années aux Nations Unies à apprendre le droit international et je suis devenue un adepte du droit international. Mais l'expérience que nous avons eue depuis 2 ans montre très clairement qu'il ne s'applique pas et que tout le monde s'en fiche en fait. Tout le monde s'en fiche. Je vais vous donner un exemple. Il y a 2 jours, M. Cohen, je crois, un des ministres du gouvernement israélien, a annoncé qu'il avait signé une décision visant à couper l'électricité dans la bande de Gaza. Il est où le droit international, là? Tout le monde s'en fiche. Ça n'intéresse personne. Et 2 jours avant, toute l'assistance humanitaire a été arrêtée, n'a pas été autorisée à entrer dans la bande de Gaza. Où est le droit international? Où est le droit international? Anne-Claire Legendre, and I have to be careful. Anne-Claire Legendre, il faut que je fasse attention parce que je pense qu'elle fait partie des quelques derniers amis qui nous restent. Elle a dit quelque chose sur l'Ukraine qui est tout à fait correct. Je pense que la position européenne sur l'Ukraine est la bonne. Et je la soutiens. Mais ce qui la rend peu crédible, c'est qu'elle a disparu immédiatement dès qu'on est passé à une autre discussion, celle qui concerne le conflit israélo-palestinien. Là, les choses sont devenues complètement différentes. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ce que ce gouvernement israélien a fait, c'est de saper, voire même de détruire le monde basé sur le droit. Il n'est plus là, à moins que certains d'entre nous se lèvent et de dire « c'est assez ». Ce n'est pas seulement les Israéliens, ce n'est pas seulement les Palestiniens. Il faut que nous nous sauvions nous-mêmes, il faut que nous sauvions le droit, que nous sauvions le droit international, les règles internationales qui existent. Peut-être que c'est pour ça que nous, qui sommes très réalistes, qui sommes peut-être des combattants, bon, ce monsieur ici, c'est un vrai combattant. Moi, je ne suis pas vraiment un combattant, je ne suis pas un guerrier politique, si on veut. Mais en tout cas, nous pensons que c'était à nous, finalement, de prendre cette initiative, que c'est à nous de prendre le taureau par les cornes et que c'est à nous de mettre sur la table des idées qui ne constituent pas un plan à part entière, bien entendu, parce que ce n'est pas dans nos prérogatives de présenter un plan dans sa complétude. Mais ce plan représente une façon d'avancer. Et ce plan dit que ce qui est en train de se passer, ce n'est pas la bonne façon de faire et qu'il faut continuer, qu'il faut avancer avec un plan. Et c'est pour ça que nous avons présenté cette proposition conjointe qui concerne 3 sujets principaux. Tout d'abord, la nécessité d'arrêter la guerre à Gaza et comment le faire. Deuxièmement, la solution politique avec les 2 États, Israël et la Palestine, sur la base des frontières de 1967, avec un échange de terres de 4,4%. C'est ce qui avait été proposé par Ehud Olmert il y a plusieurs années d'ailleurs. Et troisièmement, l'avenir de Jérusalem comme étant la capitale des 2 États. Tout est lié. Mais je voudrais vous parler de du premier point. Ce que nous avons présenté est semblable à ce qu'avait présenté le président Biden et qui était dans la résolution 2375 du Conseil de sécurité. C'est le bon numéro? Oui. Bon, bah, ces résolutions, j'en ai rédigé pas mal, mais je ne me souviens pas de tous leurs numéros. Et donc, nous avons dit que ça signifie fin de la guerre, donc libération de tous les otages,
avec le nombre de prisonniers palestiniens sur lequel on était tombé d'accord qui devraient être libérés, développer une structure gouvernementale qui est liée de façon organique à l'autorité palestinienne et une sécurité arabe. Et puis, après ça, il y a quelques mois, il y a eu un deal qui était plutôt positif. Il était positif d'une certaine façon parce qu'il a entraîné la libération de certains otages et de certains prisonniers. Et ça, c'est très important, bien sûr, pour les familles de ces personnes. Et en même temps, il était évident qu'il n'y avait pas du tout d'accord au niveau politique. Il y avait un accord pour négocier à partir du 16e jour de l'avenir de Gaza. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait, et sans surprise, hein, sans surprise. Mais on a dit, bon, c'est pas grave, on soutient quand même ça en général parce que ça va dans le sens de l'humanitaire et donc c'est bon. Et puis, après ça, il y a eu une idée de génie qui visait à expulser tous les Gazaouis de Gaza, de force. Waouh, super. Non, mais c'est pas acceptable. Laissez-moi rire. C'est de l'épuration ethnique, hein, et c'est pas faisable en plus. Donc ça, c'était vraiment pas une idée de génie. Et donc, il y a quand même des choses sur lesquelles on peut discuter, parce qu'on ne peut pas balayer comme ça d'un revers de la main une proposition émise par la personne la plus puissante du monde. Bon. Et puis après ça, on a eu le sommet arabe, et avec une initiative qui était positive. Mais franchement, ça ne suffit pas. C'est un bon point de départ. C'est un bon point de départ. Mais il manque des aspects quand même cruciaux là-dedans. Par exemple, la sécurité. La présence d'une sécurité arabe temporaire. Où elle est? Il y a eu un appel au Conseil de sécurité pour mettre ça en place, pour établir une force internationale. Ah oui, mais comment? Qui va faire ça? Puisqu'il n'y aura pas de soldats américains sur le terrain. Et s'il n'y a pas de soldats américains, eh bien les amis des Américains n'enverront pas non plus de troupes au sol. Donc le Conseil de sécurité ne va pas adopter ce genre de résolution en raison des positions de certains de ses membres permanents. Ça, vous êtes au courant de ça. Et il n'y a pas, surtout, de dimension politique à suivre. Parce que l'idée originale, c'était on amène les Arabes à Gaza en échange de certaines exigences politiques. Deux, la première, c'est que les Israéliens vont se retirer de Gaza sans retour. Et ça, ce n'est pas uniquement une décision politique, ça a des implications pratiques aussi. On parle d'une zone en ruine. Comment est-ce que vous pouvez la reconstruire si le gars est là à la frontière en disant oui, le bois peut passer, mais pas le fer, par exemple. Non, ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher comme ça. On ne peut pas reconstruire Gaza si on ne change pas la nature de la relation entre Gaza et Israël complètement. C'est-à-dire retrait israélien sans retour, pas de siège. Il faut libérer ce territoire pour lui permettre de se reconstruire. Donc, ça, c'était la première demande. La deuxième demande, c'est la dimension politique. Il faut qu'il y ait un processus politique qui aboutira à l'État de Palestine. Et si l'histoire a quelque chose à nous enseigner, c'est qu'il faut commencer par tomber d'accord sur le résultat final, parce que sinon, on va faire que se répéter en boucle sans arrêt, et ça sera complètement stérile. Donc, il faut tomber d'accord sur le résultat final dès le départ, même si on
on est d'accord pour dire qu'il faut attendre un petit peu et commencer par des négociations, et tout ça, ça ne pose aucun problème. Mais il faut quand même, dès le départ, tomber d'accord sur le résultat final. Et ça, ce sont les deux exigences que nous avions. Et ça ne va pas se passer si on n'a pas de force de sécurité internationale. Ça va se passer uniquement s'il y a une présence arabe. Avec ces deux exigences, la présence arabe pourra dire au public palestinien que nous arrivons et que nous allons faire des choses et qu'ils seront bien accueillis comme des libérateurs. Ça ne sera pas une force combattante, parce que pour avancer, il faut deux choses. Il faut une position très claire des États arabes, ce qui n'est pas le cas, ce qui ne s'est pas fait au Caire, malgré les avancées importantes qui y ont eu lieu. Et il faut aussi un débat sérieux entre les factions palestiniennes, y compris le Hamas. Mais l'objectif doit être clair. L'objectif, c'est qu'ils sortent de l'image politique. Ils doivent en sortir. Ils doivent devenir et se transformer en parti politique. Cela veut dire qu'il faut qu'ils arrêtent l'armement, etc., etc. Que se passe-t-il aujourd'hui? Personne ne sait. Dieu sait. Tout d'un coup, il y a des négociations américaines, des débats, quel que soit le nom posé là-dessus, avec le Hamas. Est-ce que ce sont de bonnes nouvelles? Franchement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Bon, sans doute pourrions-nous dire que cela va amener à quelque chose. Mais qui n'est pas compris? Qui risque de compliquer, une fois de plus, la situation? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il nous faut nous lever et prendre nos positions. Notre document est court, c'est une page et quart. Mais il contient, ce document, de nombreuses idées, de bonnes idées. À cet égard, ce que nous disons de façon très claire, c'est qu'il est nécessaire de mettre sur pied une structure gouvernementale qui sera liée de façon organique avec l'autorité palestinienne. Il est nécessaire d'avoir des forces de sécurité pour quelque temps qui soient arabes. Et on tourne, destruction, des mois de destruction, de blessures, et puis on revient au point de départ, au même point. Cela suffit. On en a eu assez. En arabe, on dit haram pour ce qui se passe. Ce qui se passe, cela suffit. Il faut changer cet état des choses. Il faut mettre fin à cela. Et pour mettre fin à cela, il faut prendre des positions. Il faut parler franchement. Il faut dire oui, c'est vrai, il faut arrêter ce qui se passe à Gaza. Gaza doit arrêter. Voilà les idées que nous proposons. Mais il faut avoir une solution politique générale, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui prendra la forme de deux États. Et enfin, il y a Jérusalem. Bien sûr, c'est très important, une fois de plus. Et franchement, ceci est le résultat de l'aide et de l'appui de Ehud Olmert. Très, très bien, c'est vrai, parce que Jérusalem, c'est très important pour les croyants des religions monothéistes, les trois. Donc, en tant que tel, bien sûr, Jérusalem va être au cœur de tout accord politique à l'avenir. Et c'est pour cela que Jérusalem est inclus dans cette proposition conjointe ou commune. Mais nous disons également que les représentants officiels des deux côtés doivent avancer, doivent négocier sur les autres points très importants. Cela comprend les réfugiés, les implantations, les mesures de sécurité supplémentaires, etc. Tout cela pour arriver à l'objectif du plan général et atteindre cet objectif. Ce qui est très important, extrêmement important, c'est cela, parce que il faut déjà prendre des positions de principe sur les problématiques principales. La guerre à Gaza et la solution politique générale, en plus de l'état à venir de Jérusalem. Bien, ça veut dire on va un peu à droite, on va un petit peu à gauche, on essaie d'être intelligent. Et enfin, on en revient toujours aux mêmes idées. Il n'y a rien d'autre que ceci que je viens de dire. Il n'est pas possible d'avoir une solution s'il n'y a pas deux États. Il n'est pas possible d'avoir un avenir sans solution. Donc, en fin de compte, c'est la seule solution possible et, espérons-le,
cela va voir le jour. Nous en sommes certains, à condition d'avoir l'appui du public et un appui international. C'est ceci notre espoir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup d'être là et de nous parler comme vous le faites, côte à côte, comme ça, et ne serait-ce que d'entendre le fait que vous avez un point commun avec un regard construit ensemble, malgré toute cette violence, c'est quelque chose de vraiment très important. Vous avez dit tout à l'heure que peut-être que la diplomatie est en train de changer. Quand je vous écoute, je me dis peut-être que cette histoire va être encore longue. Est-ce que vous avez l'impression, et la question je la pose à tous les trois avant de vous redonner la parole pour que éventuellement vous puissiez aussi réagir sur ce qui a été dit, mais j'avais envie de vous poser cette question. Est-ce que vous avez l'impression que les générations de diplomates qui vous suivent, les jeunes diplomates, est-ce que vous avez l'impression que vous arrivez à leur transmettre cette idée qui vous anime, non seulement les idées pratiques, les convictions pratiques que vous avez sur la solution à deux États, mais aussi dans la manière de le faire? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez le sentiment qui se transmet? Est-ce qu'il y a... Ou alors, vous avez l'impression que vous êtes la génération de diplomates qui va laisser place à une autre manière de faire qui va peut-être être dépendante des élections, dépendante des partis. Et je pose cette question d'autant plus qu'il y a une montée en Europe de plus en plus forte des extrémismes. Comment vous percevez le futur, non pas du point de vue politique, mais du point de vue de la diplomatie? Voilà. Mais peut-être je redonne la parole à Anne-Claire si tu as envie de réagir sur ce qui a été dit, puis ensuite, à votre tour, peut-être sur cette question de la transmission. Merci Wajdi. Moi, ce qui me frappe dans ce que disaient Nasser et Ehud, ça revient à une phrase que tu as dite dans ton séminaire ce matin, « La guérison est toujours à vos pieds ». Et ce qu'ils disent, c'est exactement ça. C'est que finalement, aujourd'hui, il s'agit de regarder le futur et de le regarder la réalité qui est celle qui ne changera pas, qui est celle de deux peuples vivant dans un territoire extrêmement limité et qu'il faut donc pouvoir avancer vers cette solution à deux États qui est de fait la seule possible. Et je crois que le bénéfice d'une initiative comme la leur, c'est qu'elle réouvre l'imagination. Elle réouvre l'imagination d'une possibilité de la paix. Et Nasser mentionnait le plan arabe qui a été adopté au Caire il y a quelques jours. On voit bien que ce plan, il est en effet insuffisant, comme le soulignait Nasser, mais il permet de reposer et de réouvrir des questions qui tiennent à la réalité concrète sur le terrain de la paix et de ce que ça veut dire. C'est-à-dire, quelle est la sécurité? Comment on définit ça? On n'est plus dans éradiquer le Hamas, qui, on le sait tous, n'arrivera jamais. Et donc, c'est cette question de ce rapport entre l'imagination de la paix et la réalité sur le terrain qu'il faut qu'on arrive à retrouver. Et je crois qu'il y a aussi un rôle pour les artistes là-dedans. Il faut aussi qu'on puisse raconter, comme le font Nasser et Ehud avec leur connaissance du dossier technique, mais de le faire autrement pour essayer de convaincre les opinions israéliennes et palestiniennes que la paix est possible. Et je crois qu'ils ont tous les trois martelé ces mots « It's possible, it's feasible, it's practical, it's implementable ». Et c'est ce que beaucoup d'Israéliens et de Palestiniens aujourd'hui ne croient plus ou ne voient pas pouvoir se dessiner pour le futur. Donc la diplomatie pour demain, je pense qu'elle restera attachée à ce même entêtement. Je crois que c'est vraiment un métier de gens têtus qui justement je veux dire, n'ont pas peur de se confronter à l'échec et n'ont pas peur à partir de l'échec, essayer de construire une nouvelle solution. Et ce qu'on décrit Ehud Olmert et Nasser El-Kidwa comme plan tient aussi à tout ce qu'il y a là-dedans.
C'est-à-dire, c'est des générations et des générations de diplomates qui ont essayé de trouver la solution à ce conflit et qui peut-être va trouver un jour, on l'espère prochain, la réflexion à travers un plan de paix qui pourra être adopté. Et donc ça, je crois que c'est vraiment tellement au cœur de la diplomatie que je ne vois pas les nouvelles générations changer de cela. En revanche, le rapport de force, il change aujourd'hui. On voit bien que c'est beaucoup plus transactionnel, c'est beaucoup plus brutal. On voit bien que le rapport à la vérité est très compliqué. Et dans un métier où nous avions une tradition de confidentialité, parce que la confidentialité, ça permet aussi de faire émerger des solutions en dehors de la brutalité de la lumière publique. Et on a besoin de cette confidentialité parce que, évidemment, prendre les décisions qu'impose un accord de paix, c'est prendre des décisions extrêmement courageuses et dangereuses politiquement. Et ça, il faut en avoir bien conscience. Un Premier ministre israélien a été assassiné pour cette raison même. Et donc, le fait que nous soyons aujourd'hui dans une parole qui soit très peu nuancée, voire polarisante, qui finalement polarise les sociétés civiles encore plus, rend évidemment la résolution des conflits encore plus difficile. Et donc pour nous, il faut qu'on arrive à rester dans ce discours de la nuance qui est absolument nécessaire à la diplomatie, sans être pour autant inaudible. Et je crois que c'est un des grands défis pour nous que de trouver cette manière d'expliquer la complexité du monde et la nuance qu'elle demande pour pouvoir prendre en compte les intérêts de chacun sans finir malheureusement par ne plus être entendu par le plus grand nombre. Avant de vous donner la parole, tout à l'heure, quand on était dans la petite salle, professeur Alkilov, vous m'avez raconté une anecdote que j'ai trouvée vraiment très forte. Vous m'avez dit que vous étiez avec, je pense, le Premier ministre britannique, je crois, qui vous a demandé, mais comment ça se fait que quand les hommes politiques prennent leur retraite, ils deviennent si bons et si forts? Et ça m'amène à me poser... à vous poser cette question, mais alors pourquoi, si ça ne tient qu'à une page, pourquoi est-ce que fondamentalement c'est refusé? Pourquoi est-ce que les gouvernements en place le refusent ce plan? C'est une question très naïve, là, par contre, que je pose, mais tout ce que vous avez décrit, ce plan qui est si simple et auquel on revient toujours et sur lequel on retombe toujours, pourquoi qu'est-ce qui empêche sa mise en application? On va faire une thèse. Alors, je souhaite corriger peut-être un point, parce que là, vous allez voir, c'est très important. Ce n'est pas le Premier ministre, c'était un ancien ministre d'État. Hein. Ce n'était pas le Premier ministre, c'était un ministre d'État britannique. C'est moi qui ai fait ce commentaire. Ce n'est pas lui qui a fait le commentaire. Il a fait une déclaration et je lui ai dit « Comment ça se fait que les politiques soient si bons une fois qu'ils ont pris leur retraite ?» Parce que je voulais leur rappeler son discours avant d'avoir pris sa retraite, avant qu'il ne se soit retiré pour travailler d'ailleurs pour le secteur privé. Bien. Deuxièmement, ce plan n'a pas été rejeté. Personne ne l'a rejeté, ce plan. Ce plan n'a pas été assez appuyé par assez de pouvoir public, de gouvernement. Parce que pour que ce plan décolle, il faut deux choses. Il faut l'appui du public, il faut l'appui de plusieurs gouvernements. De façon générale, il a été accueilli positivement en Europe, ce plan. Et je comprends par là aussi la France qui l'a accueilli. Mais, une fois de plus, cela n'est pas une réception suffisante. Il nous faut plus de vigueur, plus de détermination, plus de support par le public. Et espérons-le, ceci va arriver. Troisièmement, et d'ailleurs, je reviens à la première question que vous avez posée. Bien sûr que la diplomatie a changé, parce que le monde a changé. Le monde change. Et que va-t-il se passer à l'avenir? Nous ne le savons pas. Ce que j'espère, du fond du cœur, c'est que l'Europe va être une force avec laquelle il faut compter. Mais pour cela, il y a certaines exigences, notamment dans le domaine militaire, et j'espère aussi dans le domaine des règles. Il faut insister sur le fait qu'il faut suivre les règles mondiales.
C'est le chemin que nous devons tous suivre, et c'est très important. Donc oui, nous pouvons dire que la diplomatie a changé, effectivement. Mais pour être franc, moi, ce que nous vous avons proposé, je ne dirais pas que ça fait partie de la diplomatie, que c'est un volant de la diplomatie, parce que, comme je l'ai dit, si nous voulons que ce plan décolle pour aller de l'avant, il faudra l'appui du public. Ça n'a rien à voir avec la diplomatie, c'est le public qui doit être derrière nous, des deux côtés, et le public de façon générale. Les gens, vous, nous tous. Il nous faut travailler sur ce plan pour que le plan soit mis en œuvre, et une fois que ça verra le jour, là, nous irons de l'avant, ça ira. Dernier commentaire que je souhaitais faire. Alors, il y a beaucoup d'émotions en ce moment. Les gens se fâchent rapidement, perdent leur sang-froid. Tout le monde veut tuer les autres, voir du sang. Tout le monde veut se venger. Bon, ça peut se comprendre, mais ça va passer tout cela. Et il y aura un moment où la pensée sera assainie. Les gens penseront aux autres alternatives. Est-ce que les alternatives vont fonctionner? Il y a deux peuples, vous savez. Les deux peuples n'ont pas l'intention d'aller où que ce soit. Et justement, à partir de cela, je vous décris ma conviction absolue et totale. Ce plan va voir le jour et il n'y a pas d'autre solution que ce plan. À moins que... Je vais être très franc avec vous. Je vais vous dire ce qui s'est passé autrefois. Il y avait des forces israéliennes qui voulaient continuer l'expansion d'Israël. Avec les colonisations, ils ont établi des colonies, il y avait des colons. Bien, après 30 ans, 40 ans, quelle était la conclusion? Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas changé l'équilibre démographique. Ça n'a pas pu mettre fin à l'existence du peuple palestinien du point de vue démographique. Et justement, j'en arrive à ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus dangereux, c'est l'expulsion collective d'un peuple. Et maintenant, à l'oreille des gens, ça a l'air plus ou moins acceptable. On dit non, 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 du bout des lèvres, mais personne ne se lève et dit « Mais vous êtes complètement dingue ou quoi? Vous êtes complètement dingue, ce n'est pas acceptable. » Et une fois de plus, quel est notre devoir collectif? C'est d'éviter de telles choses. Il y a des forces du côté israélien qui sont en faveur de l'expulsion. L'expulsion pour eux est un moyen d'arriver à un Israël plus grand pour annihiler l'État de Palestine. Et c'est exactement ce que nous devons d'empêcher, parce que c'est la seule chose qui rendrait notre proposition caduque. Mais ça ne va pas se passer. Et d'ailleurs, une des raisons, c'est que l'un des deux pays directement concernés, l'Égypte et la Jordanie, est fortement opposé à cela, à cause de son intérêt national, pas à cause de considérations sur la Palestine ou les Palestiniens. Ils ne veulent pas des Gazaouis en Jordanie et en Égypte. Des Gazaouis, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on en ferait? Qu'est-ce qu'on ferait des Gazaouis? Ils viendraient tout détruire. Donc, ça ne va pas se faire. Mais il faut aussi faire en sorte que ça devienne illégal, fou, insensé. Et une fois qu'on aura réussi à faire ça, eh bien, on reviendra à la réalité et on pourra s'assurer que ce que nous proposons est la seule façon d'avancer, c'est la seule solution possible, c'est la seule solution à mettre en œuvre qui, espérons-le, sera mise en œuvre. Merci. Monsieur Olmert. Comment? Alors j'essayais de mettre de l'ordre dans mes pensées et
pour pouvoir réagir à toutes les choses très intéressantes qui viennent d'être dites. Ce que nous comprenons de la nouvelle génération, ou des jeunes générations, c'est qu'ils voient Donald Trump, qui a près de 80 ans, il y a la nouvelle génération, Emmanuel Macron, 50 ans. Est-ce que lui, c'est la nouvelle, génération, l'ancienne génération? Bon, je crois qu'il ne faut pas faire une distinction sur la base de l'âge. Il faut faire une distinction sur des critères un petit peu différents. Génération simpliste et génération qui réfléchit. Génération dogmatique versus génération ouverte d'esprit. Si on prend ces critères comme base de différenciation entre les générations, eh bien, à partir de là, la vieille garde, la jeune garde, tout ça seront séparés, mais pas selon les mêmes lignes. Donc, je vous présente mes excuses à l'avance pour ce que je vais dire maintenant, parce que peut-être que ça va heurter certains, mais moi, j'aime bien la génération qui réfléchit, la génération qui est ouverte d'esprit, même s'il a moins de 50 ans, même s'ils ont moins de 50 ans. Et je voudrais dire peut-être deux choses. Comme vous l'avez peut-être compris, il y a peut-être pas un chevauchement total entre ma sensibilité et celle de mon voisin, M. Al-Kidwa, pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles d'ailleurs. Le docteur Al-Kidwa est beaucoup plus sensible à ce qui lui semble être une violation du droit international par Israël. Et moi, peut-être que je suis un petit peu plus sensible à ce qui me semble être un manque de compréhension totale du droit international dans son ensemble. Dans ce terrorisme fondamentaliste, religieux et cannibale même, tel qu'il a été perpétré par l'organisation du Hamas. Donc vous voyez que nos sensibilités sont un petit peu décalées à certains niveaux, mais ça ne veut pas dire qu'au fond, vraiment, dans la substantifique moelle de cette solution possible, nous ne soyons pas d'accord. On est ensemble là-dessus. Et c'est en grande partie grâce à lui, d'ailleurs, nous avons été assez intelligents pour éviter de nous attarder sur justement les points d'achoppement, pour pouvoir nous concentrer uniquement sur ce qui devrait être la base de notre proposition commune. Et c'est cette stratégie et cette façon de faire qui, si elle devait être adoptée par les partis en présence, permettrait de faciliter véritablement la solution totale et positive. Il faut bien comprendre quelque chose. Dans l'analyse finale, lorsqu'on arrivera au moment où il faudra se mettre d'accord sur une solution, il faudra qu'il y ait évidemment énormément d'efforts des deux côtés. Je dois vous dire que lorsque j'ai dit en face du président de l'autorité palestinienne, en tant que Premier ministre d'Israël, que j'étais à l'époque, je lui ai proposé, et d'ailleurs personne ne le nie, que nous divisions la ville de Jérusalem. Ça, c'est quelque chose qui allait contre mes propres convictions de quelques années auparavant, lorsque j'étais plus jeune et que je débutais en politique en Israël. Mais
c'est encore en opposition avec la plupart de la rhétorique d'Israël en ce moment. Et ça m'a fendu le cœur. C'était pas quelque chose de facile et de fluide que j'ai pu proposer comme ça. J'ai senti à ce moment-là le poids de milliers d'années d'histoire du peuple juif qui pesait sur mes épaules au moment où j'ai dit, pour la première fois, j'ai dit, oui, Jérusalem doit être partagée entre Israël et la Palestine. Et c'était la seule clé possible pour arriver à une solution politique qui allait révolutionner l'histoire et changer le cours des choses pour nous, les deux parties. Et puis, il y a de la douleur aussi côté palestinien, parce qu'il faut avancer, il faut faire des propositions pour pouvoir agir ensemble vers une solution. Donc, côté palestinien, il va aussi falloir supporter la douleur d'un compromis, la douleur d'un rejet possible par des parties de l'opinion publique, justement des deux côtés. C'est facile de proposer des choses qui sont acceptables par tous, par une communauté et par l'autre communauté, mais c'est pas la façon de résoudre ce conflit historique. C'est pas comme ça que on va pouvoir avancer et c'est pas comme ça que nous avons construit cette proposition. Et dans ce contexte, moi, j'admire les compromis qui ont été faits par Menachem Begin lorsqu'il était Premier ministre en 1967, 78, 79, lorsqu'il a négocié avec Sadat en disant que tout le Sinaï allait faire partie d'Israël et que la Cisjordanie allait être intégrée à l'État d'Israël. Et puis, finalement, il y a eu un retrait du Sinaï et à ce moment-là, il est entré dans l'histoire parce qu'il a tout changé pour eux, pour nous et pour tout le Moyen-Orient d'ailleurs. Donc, je regarde Rabin, le Premier ministre Rabin qui a été assassiné parce qu'il avait signé les accords d'Oslo qui allaient à l'encontre de tout ce qu'il avait fait pendant toute sa vie. Parce que lorsque le moment est venu de prendre une décision historique, eh bien, l'avenir a été plus fort que la mémoire. Et ça, c'était vraiment du leadership incroyable. Et je pourrais continuer, je pourrais vous en citer d'autres. Et donc, ma conviction, c'est que le leadership se mesure, au final, à l'aune de la capacité d'une personne à faire, le moment venu, l'opposé éventuellement de tout ce pourquoi il s'est battu toute sa vie, si c'est maintenant, selon lui, la bonne chose à faire, même si ça semble ne pas être compatible avec tout ce qu'il a fait par le passé, parce qu'il préfère se tourner vers l'avenir par rapport à rester bloqué sur l'histoire. Et ça, tous ceux qui s'assoiront à la table de négociation vont devoir le faire. Et puis, terminé, je voudrais dire, bon, comment est-ce qu'on va faire ça, la diplomatie, ça va se mettre en route. Mais au final, je crois que le leadership se mesure aussi à l'aune de la capacité à éliminer toute la rhétorique, tous les slogans, toutes les petites phrases, toutes les déclarations réductrices, toutes les obsessions qui ont gouverné à la politique de ce côté, de l'autre côté d'ailleurs, et de couper directement dans le vif du sujet. Et si nous pouvions avoir des personnes qui ont ces capacités, eh bien, je pense qu'on serait beaucoup plus proche d'une résolution que ce que nous pensons être. Parce que regardez, en fait, ce que nous proposons. Comme le docteur Al-Kidwa le dit souvent. Il dit on n'a pas réinventé la roue. Eh bien, on avait déjà proposé cette solution à 2 États depuis 2008. Elle avait été soutenue aussi de l'autre côté.
Et certaines personnes avaient eu le courage de la défendre. Pas les leaders, hein, malheureusement. Mais cette solution à 2 États, elle est là depuis longtemps. Le compromis est là. Le besoin d'Israël de se retirer de 95,6% du territoire. Je pense que ça, c'est des choses qui circulent déjà, qui ont été exprimées dans des conférences, des réunions diplomatiques, etc. Les idées sont là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est du courage, de la vision et de la force de couper directement dans la rhétorique et d'aller au fond des choses et de dire voilà, c'est ce que nous avons fait. Et nous n'aurons de cesse de pousser les forces internationales à avancer pour pouvoir arriver à cette solution et à cette résolution. Merci infiniment à vous trois parce que vous entendre, comme je l'ai dit, c'est vraiment extrêmement important pour tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, pardon. Je disais que vraiment, je voulais remercier nos 3 invités parce que tout simplement vous entendre parler ensemble, comprendre aussi combien il est possible de porter un même rêve tout en étant habité par des désaccords et des points de vue différents, mais en allant vers la même cible. C'est même pas un rêve, mais une réalité. C'est vraiment très très important et pour ça vraiment je tiens vraiment infiniment à vous remercier. C'est très lié à l'écriture et au devoir de l'artiste aussi aujourd'hui de porter un regard sur le monde, de raconter au fond aussi l'histoire des gens. Comment rester humain quand la situation devient inhumaine. C'est aussi ça le cinéma, c'est ça le théâtre, c'est ça le roman, cette tentative de rester humain dans des situations absolument inhumaines. Donc pour ça, merci infiniment de vous être déplacés. Merci à Anne-Claire parce que c'est aussi grâce à toi que j'ai pu contacter nos 2 amis. Merci beaucoup d'avoir permis ce contact. Merci infiniment pour ça. Vous dire que la semaine prochaine, nous allons poursuivre cette leçon, si je puis dire, autour de l'écriture et on va aborder un nouveau verbe qui va être le verbe rencontrer, qui au fond a commencé aujourd'hui. Merci beaucoup.